philosophe, membre de la rédaction des revues pratiques, de la revue Chimère, et du programme Non-lieu de l'exil à l'EHESS et l'INALCO. Elle est chercheur associé au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM. Je crois qu'il est aussi important de mentionner que vous êtes professeur au lycée, et j'ai l'impression que c'est aussi la formule institutionnelle que vous avez trouvée qui vous permet de pratiquer quelque chose comme du terrain. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. L'ouvrage Pour une philosophie de terrain est une reprise théorique et méthodologique de ces enquêtes de terrain qui a mené en Grèce, en Bulgarie, une longue expérience de terrain, notamment la plus importante qui est publiée, Le milieu de nulle part, avec un travail photographique de Philippe Bazin. Donc il y a un fort intérêt pour la figure de l'exil, etc. Donc cet ouvrage est une reprise essayant de fonder méthodologiquement et théoriquement ces études. Je mentionnerai simplement en ce qui concerne cet ouvrage l'importance qui est accordée à la notion d'écoute, à la position du philosophe et de la philosophe sur le terrain et la manière dont non seulement la philosophie peut s'accommoder donc non seulement cet ouvrage vise à démontrer que non seulement la philosophie s'accommode très bien de l'enquête, de l'institut de l'enquête de terrain, mais qu'aussi l'émergence des concepts et des savoirs philosophiques requiert toujours, et ce par une lecture qu'elle fait de l'histoire même de la philosophie, requiert toujours un engagement sur le terrain, un engagement dans la société du philosophe ou de la philosophie. Et aujourd'hui, Christiane Bollard nous parlera de la notion d'écosophie et de la manière dont une pratique de terrain et notamment cette dimension critique et politique inévitable est requise par ce que vous avez. Bien, merci beaucoup Élie de cette présentation qui est assez complète en effet dans les enjeux. Merci surtout aux 4 M de leur invitation qui m'honore et en outre qui pour moi est aussi très éclairante parce qu'elle m'a permis dans la rencontre précédente effectivement de confronter des positions, d'avoir des échanges extrêmement riches et à mon avis nécessaires. Et je trouve que leur initiative à toutes les 4 est vraiment une très belle initiative d'un point de vue philosophique et d'un point de vue aussi, bien sûr, d'un point de vue philosophique tout simplement, parce que c'est une forme quelque part aussi de refondation autre de la philosophie et d'un point de vue aussi du terrain, parce que c'est une autre approche aussi et une autre manière de considérer le terrain. Et quand je dis une, en fait, c'est complètement faux. Parce que ce qui est ressorti en particulier de la première journée, c'est la multiplicité et la diversité de ces approches. Et le fait que, très loin d'être incompatibles les unes avec les autres, au contraire, elles enrichissent la pratique philosophique elle-même. Ah oui, très bien. Donc, effectivement, j'ai intitulé mon intervention Une écosophie de terrain. Et je vais tenter de tenir les limites acrobatiques qui m'ont été infligées à juste titre. Si jamais j'ai débordé, vous n'hésitez pas à me taper sur les doigts. Donc, ça s'intitule Une écosophie de terrain avec un point d'interrogation. Félix Guattari, publiant en 1989 Les 3 écologies, donne un sens nouveau au concept d'écosophie forgé antérieurement par Amonas, dont on a parlé tout à l'heure. Il le fonde dans les 3 dimensions que sont écologie environnementale, écologie sociale et écologie mentale. Les processus de subjectivation y sont conçus dans une problématique de l'équilibre entre ces 3 données. La notion même de terrain
nous semble être au cœur de cette problématique. S'il est vrai que le terrain n'est précisément pas un espace naturel, mais au contraire un territoire d'observation, de partage, de recherche et de construction du collectif, et par là même un donné culturel, souvent polémique. En Grèce, en 2017, le mouvement de protestation contre l'ouverture de la mine d'or de Skouriès, en Chalcidique, mobilisait aussi bien d'anciens mineurs que les médecins de santé publique de l'université de Thessalonique. Et posant des questions environnementales, ils s'affrontaient aussi bien à l'ordre économique des multinationales qu'à la violence policière. Quelle place la philosophie peut-elle prendre dans un tel contexte? Comment et en quel sens spécifique peut-on y concevoir une politique de l'entretien? Quelle place peut-elle faire à la dimension esthétique des représentations? C'est autour de ces questions qu'on souhaite orienter la présentation de ce travail dans une perspective critique du principe de neutralité axiologique, dont il a aussi été question tout à l'heure. Donc, premier point, la nature, en fait, dans son sens le plus manifeste, pourrait être considérée comme ce qui nous environne à la manière dont un ennemi nous assiège. Et le mieux que nous ayons à faire, en ce sens, serait de tenter un statu quo ou un armistice avec elle, pour éviter les effets destructeurs de sa domination. Le Denaturarium de Lucrèce, alors même que la pensée épicurienne qu'il présente est celle d'une ataraxie obtenue par la conformité à l'ordre cosmique, s'ouvre sur la violence d'une tempête. Et la définition du sublime de la nature, dans l'esthétique kantienne, ne se donne qu'à partir de l'affrontement au danger et au risque de mort que la nature représente, pour éveiller en l'homme le sens esthétique par la force antagoniste de la résistance. Dans le monde animal, le modèle naturel est celui du loup, tel que le reprend Hobbes dans le Léviathan, et Kant, à son tour, dans l'idée d'une histoire universelle, n'évoque le modèle pacifique du mouton que pour le dénoncer comme impuissant à susciter le progrès, qu'il soit moral, social ou technique. Le mythe de Prométhée nous présente non pas le feu lui-même, élément de destruction, mais sa maîtrise par la technique humaine comme condition de la survie d'un homme naturellement dépourvu des défenses animales contre un environnement menaçant. Et Freud, dans Malaise dans la culture, opposant le principe de réalité au principe de plaisir, met en évidence cette contradiction entre le désir de bonheur et la réalité hostile, environnementale et biologique, à laquelle il s'affronte et qui finira nécessairement par le vaincre. C'est dans la même lignée que Guattari écrira dans Les Trois écologies, dont je le cite, « On pourrait tout aussi bien requalifier l'écologie environnementale d'écologie machinique, puisque du côté du cosmos, comme du côté des praxis humaines, il n'est jamais question que de machines, et j'oserais dire même de machines de guerre. De tous les temps, la nature a été en guerre contre la vie. » Arendt, quant à elle, présente la vie de la culture comme ce que les hommes peuvent arracher aux ruines naturelles du temps. C'est une des plus belles formules de l'histoire de la philo, à mes yeux. Et cette revendication du politique comme condition de la vie sera le motif philosophique qui sous-tendra sa rupture politique à l'occasion du procès Eichmann avec la pensée théologique de Jonas. Dans le rapport au monde animal, le motif de sauver les loups, les lions ou les tigres constitue ce retournement ironique par lequel les fauves prédateurs, archétypes du risque de mort et du danger naturel, sont devenus eux-mêmes des espèces à protéger au nom d'un équilibre biophysique qui est déjà lui-même en mutation. Et l'énergie nucléaire, définissant selon Gunther Anders l'obsolescence de l'homme à partir du motif même de sa puissance, touche au cœur de ces contradictions. Mais à ce débat sur la position d'un homme au sens universel et générique, face à la nature au sens le plus multiple, environnemental, biologique ou pulsionnel, vient s'en surimposer un autre, qui ouvre au sein de l'espèce humaine la question des rapports politiques et pose la relation de la nature, la relation à la nature, dans les termes d'un questionnement sur les rapports de domination au sein de l'humanité, les rapports de classe et les effets de discrimination qu'ils engendrent. La question de l'exploitation minière en est un enjeu massif, dont le philosophe canadien Alain Deneau a fait les frais lors du procès qui, suite à son travail sur le terrain de la prédation des multinationales,
l'a opposé à la compagnie aurifère canadienne Barrick Gold dans un procès bâillon. Et lorsque Razmik Kochilyan présente, dans son ouvrage paru en 2014, La nature comme un champ de bataille, c'est de cette problématique politique des enjeux environnementaux qu'il traite, sur le mode sur lequel Michel Foucault traitait du progrès des biotechnologies, non pas en termes éthiques, à la façon du principe responsabilité de Jonas, mais en forgeant le concept même de biopolitique. Deuxième point, en juillet 2017, au moment de la parution de Pour une philosophie de terrain, dont effectivement on a parlé tout à l'heure, un petit bouquin de poche, donc qui n'est pas une somme théologique, mais plutôt un livre qui invite à la discussion. Nous partons, le photographe Philippe Bazin et moi, en Grèce, pour un travail sur la question des solidarités, initialement lié à la façon dont se sont créés des réseaux solidaires et des dispensaires autogérés, pour contrer la destruction du système public de santé par l'intervention de la Troïka des banques européennes et mondiales. Notre arrivée à Thessalonique coïncide avec celle du président de la Commission européenne et les manifestations revendicatrices qui en sont la conséquence. De la question des solidarités médicales, nous serons conduits à celle des solidarités avec les migrants, puis à celle des luttes pour l'autogestion, telle qu'elle s'incarne en particulier dans la reprise de l'usine Biomé par ses ouvriers. Et c'est dans le cadre de ces rencontres, initiées autour de ces luttes, que nous apprendrons celle qui se joue sur le site de la mine d'or de Skouries, en calcitique. Une route sinueuse, sèche et chaotique, nous mène sur l'espace de la forêt où se tient depuis la veille une rencontre de protestation. Mais avant d'y arriver, les seuls groupes que nous croisons sont un contingent important de vigiles et de policiers armés, accompagnés de chiens, patrouillant aux abords du site de la mine elle-même, par ailleurs déserte. Un déploiement de forces sans commune mesure avec la population que nous allons trouver dans la forêt voisine. Que signifie ce terrain? Il est, pourrait-on dire, d'opportunité, contingent, lié aux circonstances. C'est l'occasio machiavélienne qui, de rencontre en rencontre, nous y mène. Il vient se surimposer à un travail initial plus rigoureusement pensé dans ses finalités. Et pourtant, sur ce travail-là, il porte tout à coup un nouvel éclairage qui lui donne en réalité son plein relief. À la problématique centrale des solidarités politiques, le rapport géographique à l'environnement naturel vient conférer un nouveau contexte. Et tout le travail en Grèce sera sans cesse réinterrogé et reconfiguré par les nouvelles contextualisations qui viennent s'y adjoindre, en particulier par les remises en perspective historiques qui vont progressivement prendre une part croissante dans notre travail et nous amener à questionner les conflits du XXe siècle autour des Balkans. L'autre particularité de cette incursion en calcitique est sa brièveté. Si l'on ne doit accorder l'appellation de terrain qu'à la condition d'un temps suffisamment long, alors ceci n'en serait pas un. Mais précisément, cette condition temporelle me paraît elle-même abusive, et la brièveté d'un écart, l'aperçu d'une échappée, le temps d'une rapide entrevue, s'ils ne peuvent prétendre être éclairants sur le même mode qu'un séjour de longue haleine, n'en offrent pas moins des perspectives qui peuvent s'avérer saisissantes et indispensables à l'approche d'un sujet. De ce point de vue, le terrain philosophique, tel en tout cas que je l'envisage dans ses temporalités différenciées et ses finalités spécifiques, me paraît pouvoir offrir à certains moments une liberté, une légèreté de l'intrusion qui serait l'équivalent de ce qu'est la dynamique de l'esquisse ou du croquis, parfaitement complémentaire et souvent indispensable à l'ampleur qui se déploie dans la peinture de fresque ou de chevalet, et pouvant même offrir un contrepoint salutaire à sa lourdeur, à l'envergure des moyens qu'elle mobilise, tout autant qu'à l'affectation de scientificité à laquelle elle pourrait prétendre. Nous arrivons à Skouries le matin et nous en repartons le soir. Mais l'espace de cette journée, ce qu'elle nous donne à voir, à penser, à sentir et à entendre, ce qu'elle nous permet de capter, continuera de résonner dans la suite de notre travail. Nous avons peu de temps devant nous pour faire irruption dans ce campement improvisé, à très courte proximité de l'espace dévolu à la mine, à la fois vidé de sa végétation et saturé par la présence policière. Mais ici, sous les arbres qui portent les banderoles, c'est une grande liberté d'aller et venir, en dépit du sol détrempé par la pluie des derniers jours, qui a envahi les tentes, mouillé les duvets et crotté les chaussures.
Et c'est aussi une tour de Babel d'anglais, de grec, d'italien, d'espagnol, d'allemand, de néerlandais et de portugais de tous âges, plutôt jeunes en général. On y prépare la fête qui doit avoir lieu le soir, et les habitants du village proche de Megali Panagia amènent des fruits et des légumes dont ils composeront des salades. L'assise financière de tous est très menacée, mais chacun tient à apporter des produits de son jardin pour accueillir les étrangers de toute l'Europe et de quelques autres continents venus soutenir le combat contre l'ouverture de la ville. Peu d'entretien et un peu décousu, entre deux interruptions et trois plaisanteries, mais une constance de la volonté d'accueil et de la complicité entre les participants qui se connaissent tous et pour qui nous constituons une sorte de point d'interrogation. La figure qui s'en détache est celle de Dimitris Viziriadis, ancien mineur de 74 ans, dont la présence discrète et forte capte l'attention. Du contraste entre le territoire dévasté par le projet minier et ce sous-bois préservé, surgit sa parole, qui fait le lien entre l'histoire actuelle et l'histoire passée. Je l'interroge sur le motif de la grande grève de 1977, à laquelle il a participé à Olympiada, site minier de la même région, appartenant depuis 1928 à une seule famille, sur lequel il commence à travailler en 1961. Et la réponse qu'il me fait renvoie intégralement à une tradition minière ancestrale de la surexploitation du travail, dont attestait déjà dans la même région Diodore de Sicile, au 1er siècle avant Jésus-Christ, en décrivant dans la bibliothèque historique le travail des esclaves sur les mines de calcidique, sur les mines d'or calcidique. Donc je cite Dimitris. Le premier motif de la grève était l'augmentation des salaires. On demandait 12 drachmes de plus. 1 euro égale 340 drachmes. Donc voilà, vous avez une idée de ce que sont 12 drachmes d'augmentation de salaire. Le second motif de la grève était que notre travail soit considéré comme travail pénible. C'est en effet un métier à gros risque où il y a beaucoup d'accidents. On suivait les veines de la mine, c'est long et au fur et à mesure qu'on orientait les tunnels, il y avait souvent des accidents par les explosions. On utilisait les anciens tunnels qui n'étaient plus valables pour mettre les déchets toxiques. On mettait un peu de ciment, mais ce n'était pas suffisant. Depuis l'époque où j'ai commencé mon travail, le problème principal était la poussière. Elle provoquait la silicose par les différents types de poussière. On mettait donc de l'eau, et ça provoquait d'autres problèmes, parce qu'on avait de l'eau jusqu'aux genoux, même si on avait moins de maladies respiratoires. Au début, on utilisait des tonneaux pour jeter l'eau contre la poussière. Ensuite, on avait de l'eau qui venait de la ville, et c'était glacé, et ça provoquait des rhumatismes, parce qu'on devait enlever les bottes pour enlever l'eau qui rentrait dans le plastique. À Amphissa, il y avait des métaux plus légers, aluminium, c'était donc moins dur qu'ici, mais quand les métaux sont lourds, il y a plus de poussière, et c'est le cas de l'or. Il y avait une aide-soignante sur place. Quand il y avait un accident grave, on appelait un médecin, mais il n'y avait pas de médecine préventive. Fin de citation. Une revendication salariale incroyablement faible. La demande de reconnaissance de la pénibilité d'un travail en réalité objectivement dangereux, la demande d'amélioration minimale de conditions d'exercice insalubres, trouveront leur réponse dans la brutalité de la répression policière. Et Dimitris lui-même sera tout simplement exclu de son travail pour activité syndicale et contraint de changer de région. En 1977, la Grèce a mis fin depuis 3 ans au régime tyrannique des colonels. Mais c'est précisément à ce moment qu'est créé un nouveau corps de police, les MAT, police anti-émeute, du même type que les CRS, dont une partie se paramilitarisera plus tard sous le nom d'unité d'État, avec des exactions et des pratiques de torture qui sont très connues en Grèce actuellement. Ce sont les MAT qui exerceront sur commande leur violence sur les mineurs lors de cette grève. Ce sont eux aussi qui interviennent actuellement, régulièrement, dans les villages alentours, autant que sur le site de l'exploitation minière. Quand je rencontre Dimitris 40 ans plus tard, en cet été 2017, il a 74 ans et fait partie du groupe qui milite depuis plusieurs années contre l'ouverture de la mine d'or sur ce même territoire. Je lui demande pourquoi, alors qu'il est désormais en retraite, il reprend le combat. Et il me répond: ce qui se passe maintenant, c'est encore plus dangereux qu'à l'époque de la grève de 77. Il y a 13 villages dans la région qu'Eldorado, donc la compagnie minière canadienne, a loué pour 100 ans. C'est une concession minière. Et il y a 20 000 tonnes de poussière par jour. Il y a une fosse où on met les déchets toxiques, qui est un creux naturel entre deux montagnes, et ils comptent mettre beaucoup de toxiques, parce que ça ne se voit pas facilement. Mais on sait qu'ils vont aussi amener des déchets d'ailleurs. Le problème le plus grave est la proximité avec le village. La distance entre la fosse et le village à vol d'oiseau
et de moins d'1 kilomètre, et les déchets toxiques ne suivent pas les détours du chemin. Fin de citation. Cette fois-ci, le combat ne concerne plus seulement les mineurs et leurs conditions de travail, mais la région tout entière et les conditions de survie. Il ne concerne plus seulement des personnes à un moment donné, mais les générations futures et la possibilité de vivre dans un environnement définitivement dégradé. Ces informations sur le désastre écologique que constitue l'extraction minière n'ont été données par aucun des responsables politiques qui ont décidé de l'ouverture de la concession, ni bien entendu par aucun des responsables entrepreneuriaux de la compagnie minière. Compagnie, non pas grecque, mais canadienne, agissant comme une multinationale au niveau d'exploration comme au niveau d'exploitation. Car la concession signifie précisément l'octroi temporaire d'un territoire pendant une durée d'exploitation. Autrement dit, elle dédouane par définition le concessionnaire des effets ultérieurs de l'exploitation dont il ne sera ni témoin ni victime, puisqu'il aura quitté le pays. Or, les effets de l'extraction minière sur l'environnement sont parfaitement connus et répertoriés. Le livre d'Alain Deneau et William Sacher, Paradis sous terre, éloquemment sous-titré « Comment le Canada est devenu une plaque tournante pour l'industrie minière mondiale », l'atteste en plusieurs points du globe. Ces informations résonnent puissamment avec l'expérience professionnelle et militante de Dimitris Pizariadis. Mais ce que ce dernier mentionne aussi, c'est le rôle de contre-feu que peut jouer un milieu médical et universitaire conscient de ses responsabilités citoyennes. Car le second engagement de Dimitris est motivé par la venue, dans le village de Megali Panagia, proche de la mine, en voie d'ouverture, d'un collectif d'universitaires de Thessalonique, médecins de santé publique, sociologues, anthropologues, géographes, économistes. Soucieux de diffuser une information éclairée sur les conditions d'exploitation minière et leurs conséquences en termes d'environnement et de santé publique, ils sont aussi mobilisés par une exigence de solidarité. Donc je cite Dimitris et la manière dont il les présente. Le comité Panagia a informé les gens et invité l'université de Thessalonique pour expliquer la situation. J'ai très vite compris que c'était plus grave qu'avant, grâce aux explications de ses invités. Beaucoup de monde a été convaincu que c'était dangereux. Pendant des années, il y a eu une campagne d'information. Ils ont commencé par lire le projet de la société Eldorado. Et pourtant, en dépit de la solidarité, en dépit de l'information, en dépit de la mobilisation, quand nous arrivons le vendredi 28 juillet 2017, dans le campement sauvage qui s'est installé dans la forêt de Spouriès pour réunir les protestataires, nous passons quelques dizaines de mètres avant d'y arriver, devant l'entrée de la mine. Un terrain déjà arasé, en cours de creusement, gardé par une meute de policiers conséquence et en tenue, avec des chiens. Le Monde... Un article de 2012, paru sur le site du journal Le Monde, avant même l'ouverture de la mine, en donnait il y a 5 ans l'anticipation. Donc je cite, le nouveau propriétaire des mines, le groupe canadien Eldorado Gold, a déjà doublé le nombre de ses salariés, de 400 à 800 en moins d'1 an, avant l'ouverture de la mine. Il promet 1500 emplois quand les 3 sites, Stratoni, Spouriès et Olympiada, seront en pleine activité, sans compter la centaine de vigiles employés pour protéger les sites des opposants. 630 millions de dollars doivent être investis en 5 ans. L'argument des emplois, y compris ceux qui seront consacrés à la répression des militants, déjà rémunérés avant même d'être effectifs, pèse lourd dans un pays mis sous tutelle des banques européennes pour déstabiliser les convictions et retourner les positions. Dimitris le dit, je cite, mais ensuite, avec l'argent, les gens ont changé de camp. Et ce changement de camp se traduit par une sorte de réitération micropolitique de la guerre civile au sein même du village. Dimitris le dit, le clivage est passé au sein même de la famille. Quand je lui pose la question de savoir quelles ont été les actions de la société minière pour convaincre les gens, dans le sens inverse de celui des arguments massifs de santé publique, il me répond, il y a une omerta. Les gens qui travaillent ont peur et ne parlent plus. Ils sont allés jusqu'à déclarer l'argent et le travail d'abord, la santé ensuite, comme si le salaire pouvait être plus important que la santé. Les gens ne parlent pas de la manière dont ils ont été convaincus. Fin de citation. Il faudra donc se reporter à nouveau aux informations transmises par Alain Deneau et William Sacher dans Paradis sous terre, et elles concernent précisément des événements liés à la société Eldorado ou à ses semblables. Dans le quotidien montréalais The Gazette, la journaliste Janet Bagnall
évoque l'assassinat suspect au Salvador en décembre 2009 de 2 militants, Dora Rechino Sorto, alors enceinte de 8 mois, et Ramiro Rivera, opposés au projet de la mine d'or Eldorado de la canadienne Pacific Rim Mining Corp. Ces menaces, mises à exécution, mettent en évidence les véritables réseaux mafieux que constituent les intérêts miniers et dont les actions ne polluent pas seulement le territoire, mais la vie sociale et politique elle-même. Le livre de Donneau et Sacher le résume d'une longue phrase qui se présente comme un catalogue malheureusement non exhaustif, que je ne vais pas citer là. Ce que les compagnies minières pratiquent, c'est tout simplement un régime de terreur établi avec la pleine et consciente complicité des pouvoirs politiques. La marchandisation des corps peut prendre ainsi dans l'industrie minière les formes les plus diverses, mais elle passe par la soumission de la souveraineté nationale aux intérêts privés des multinationales, comme l'énonce sans embâche, sur un mode moins directement violent, l'article du monde cité plus haut. Une mine récemment fermée par décision d'État au motif de la reconnaissance de ses effets toxiques sur l'environnement, celle dans laquelle Dimitris avait fait la grève de 1977, est réouverte 10 ans plus tard au motif affiché des emplois qu'elle va générer, sans pour autant que le problème de sa toxicité ait été résolu. Selon l'expression de Dimitris, comme si le salaire pouvait être plus important que la santé. Ce comme si nous dit l'équivalence qui s'instaure entre la course à l'emploi et le renoncement à la santé. Il nous dit ainsi ce qui s'apparente au contrat léonin de l'esclavage. La survie immédiate en échange de la dégradation de long terme ou la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille en échange de sa propre mort. Le moment où la condition de l'échange est celle de la mutilation, physique ou symbolique, celui où il n'y a plus rien d'autre à échanger, comme valeur marchande que soi-même, nous dit exactement ce que signifie la misère, non pas simplement dans son sens matériel, mais aussi dans son sens social, de soumission totale à un intérêt antagoniste. Lorsque je pose à Dimitris la question « Est-il possible, selon toi, de gagner contre la société minière ?» il répond « Je ne pense pas qu'on puisse gagner cette bataille, parce que toutes les parties ne sont pas égales. Je n'y crois plus. » Mais il ajoute « Mais on va continuer à lutter, on ne peut plus continuer la lutte. Je ne crois pas qu'on puisse gagner quelque chose par cette lutte. Mais qui ne voudrait pas qu'on gagne? Je suis déçu, mais je ne veux pas abandonner. Ça ne m'est pas possible. » La rencontre avec Dimitris ouvre ainsi une véritable encyclopédie de la résonance avec le passé antique de l'exploitation minière en calcitique, à la collusion des intérêts des compagnies orifères contemporaines sur le territoire des anciennes colonies. Et de ce point de vue, lui fait écho l'analyse de Guattari dans les 3 écologies, donc je cite Guattari, se retrouve la même mise en cause des modes dominants de valorisation des activités humaines, à savoir 1. Celui de l'impérium, d'un marché mondial qui lamine les systèmes particuliers de valeur, 2. Celui qui place l'ensemble des relations sociales et des relations internationales sous l'emprise des machines policières et militaires. Les États, dans cette double pince, voient leur rôle traditionnel de médiation se réduire de plus en plus et se mettre le plus souvent au service conjugué des instances du marché mondial et des complexes militaro-industriels. Mais je souhaite insister ici sur la position du chercheur face à son interlocuteur dans ce que j'appelle une politique de l'entretien. Dimitris n'est pas, à mes yeux, l'objet d'une enquête, pas même dans le cadre d'une observation participante. Il est bien plutôt le sujet d'une rencontre dans laquelle il accepte de m'éclairer de son expertise sur un monde dans lequel sa propre position est nourrie de son histoire, de son expérience et des rapports de subjectivation qu'elle engendre. Les solidarités entre les ouvriers dans l'espace quotidien du travail, les solidarités entre les ouvriers et les municipalités pour affronter la présence policière, ou au contraire, les collusions qui en rendent les municipalités complices, les solidarités avec les chercheurs de l'Université de Thessalonique, venus à la fois informer des risques sanitaires et environnementaux de l'usage du cyanure pour l'extraction de l'or, participer à la constitution du mouvement et s'y engager, tissent des liens qui subjectivent à leur tour les leaders engagés. C'est de cet ensemble d'interrelations que participe ce que Guattari appelle une écologie mentale, dans la dynamique des processus de subjectivation. La position du chercheur, si elle nécessite une forme de distance et d'extériorité, n'est en aucun cas neutre, parce qu'il n'y a tout simplement pas d'équivalence ou de symétrie au sein des rapports de pouvoir qui sont en jeu, et parce que le motif même de la recherche est, non pas militant, mais clairement engagé dans une finalité dont une part coïncide
avec celle de ses interlocuteurs. De ce fait, ces interlocuteurs eux-mêmes ne seront en aucun cas réduits à la position de victime. Lorsque Dimitris aborde la question de la silicose ou des rhumatismes qui affectent l'ouvrier mineur, celle des accidents du travail liés à sa dangerosité, mortelle pour beaucoup de ses amis, et qu'il a lui-même eu à subir, il n'en parle pas comme victime face à un interlocuteur qui pourrait lui permettre d'en obtenir des dédommagements, mais comme acteur d'un processus collectif de revendication par lequel lui-même se resubjective dans la conscience commune d'une cause à défendre. La personne à laquelle je m'adresse n'est ni une victime passive, ni un témoin soumis à la décision d'un juge. Il est tout simplement un acteur d'une histoire individuelle et collective qui s'incarne dans sa parole et dont il assume les accusations qu'elle engage et les responsabilités qu'elle porte. Il n'est pas non plus pour autant un héros de cette histoire, mais un acteur engagé, chez qui les efforts de lucidité que je sollicite vont nourrir à leur tour mes propres efforts d'intelligibilité. Ma propre position en tant que philosophe n'est pas celle de l'intellectuel face au praticien, mais celle d'un sujet dont la fonction sociale est de solliciter l'intellect de son interlocuteur pour nourrir une pensée, par la cristallisation de laquelle elle va tenter de produire l'intelligence collective d'une publication. Et cette question, effectivement, du rapport intellectuel-pratique est vraiment une question authentiquement gramscienne. Je l'ai abordée dans mon regard, mais là, je ne vais pas y revenir. Et ce processus de resubjectivation a lui-même valeur esthétique, c'est-à-dire valeur de réesthétisation d'un sujet dans l'espace public. Sur l'espace de Scouriès, la défiguration du site dans sa dimension environnementale défigure aussi l'espace social de la vie du village et par là même l'espace mental des relations intersubjectives liées, livrées à la violence des conflits et des trahisons. Mais sur l'espace du campement revendicatif se joue l'acte d'une resocialisation, celle de l'accueil des étrangers venus porter leur soutien ou de l'accueil des chercheurs venus porter l'éclairage de leur expertise à la construction d'une intelligence collective. Il n'est pas indifférent à cet égard que notre travail soit aussi la collaboration entre un philosophe et un artiste, affirmant la position d'une photographie documentaire critique. Les portraits d'entretien, dont le concept pour Philippe Bazin, donc le photographe qui m'accompagne, prend naissance sur ce terrain des solidarités en Grèce, vise à mettre en évidence cette réesthétisation du visage et du corps du sujet par une politique de l'entretien. La concentration qu'ils incarnent, ou la lumière qu'ils irradient, la perplexité qui s'y inscrit, ou la détermination dont ils sont porteurs, l'inquiétude, l'ironie ou l'éclat de rire que suscite la parole. Une histoire de l'intersubjectivité s'y déploie autant que celle de l'interaction entre le travail de la pensée et celui du corps. Ce travail tente ainsi de faire écho, à sa manière, à la métaphore que donnait Guattari en 1989 d'une contamination mentale de l'imaginaire dominant médiatique. Donc je cite Guattari. De même que des algues mutantes et monstrueuses envahissent la lagune de Venise, de même les écrans de télévision sont saturés d'une population d'images et d'énoncés dégénérés. Une autre espèce d'algue, relevant cette fois de l'écologie sociale, consiste en cette liberté de prolifération qui est laissée, le texte est écrit en 1989, qui est laissée à des hommes comme Donald Trump, qui s'emparent de quartiers entiers de New York, d'Atlantic City, pour les rénover, en augmenter les loyers et refouler par la même occasion des dizaines de milliers de familles pauvres, dont la plupart sont condamnées à devenir homeless, l'équivalent ici des poissons morts de l'écologie environnementale. Non seulement les espèces disparaissent, mais les mots, les phrases, les gestes de la solidarité humaine. Tout est mis en œuvre pour écraser sous une chape de plomb les luttes d'émancipation des femmes et des nouveaux prolétaires que constituent les chômeurs, les émarginés, les immigrés. Fin de citation. Peut-être est-il aussi du ressort de la philosophie de contribuer, avec les concepts qui sont les siens, à soulever cette chape de plomb. J'espère que je peux trop dépasser le temps.
échelle qui à la fois, si on prend vraiment le temps de développer l'engagement sur le terrain, cette rencontre et tous les liens, de vraiment faire ce pas, cette description, ce travail de description qui est très important. J'aurais simplement peut-être 2 questions avant de laisser pour lancer la discussion avec la salle. La première serait pour revenir sur la fin de votre exposé, sur cette notion de réesthétisation. Je trouve ça très intéressant que vous insistiez beaucoup là-dessus, et notamment votre travail en collaboration avec un photographe, puisque c'est ce discours me fait vous penser à un ouvrage de Howard Baker qui s'appelle Doing Things Together, où il essaye de montrer que la sociologie, les sciences sociales font du bon travail quand ils s'accommodent d'autres pratiques et en fait quand on ne part pas d'idéaux communs forcément, mais on fait des choses ensemble tout simplement. Et il y a un de l'autre, le non-développement sur la photographie notamment, mais j'ai l'impression que c'est un domaine qui est relativement peu pris en charge par les sciences sociales, la notion d'esthétisation. Mais ma question serait comment est-ce que ce rapport de réesthétisation ne se paye pas d'un rapport esthétique qui reconduirait un rapport intellectualiste? Je pense que vous l'avez suggéré à la fin, mais est-ce que vous pouvez revenir dessus oui. Oui, tout à fait. Précisément. Tout à fait, d'autant... Enfin, tout à fait, non, je ne sais pas pour répondre oui à la question, parce que ça ne se fait pas d'un abus esthétique en quelque sorte. Je pense tout le contraire. À vrai dire, quand j'ai cogité les questions esthétiques, je suis partie de l'esthétique kantienne. Et de l'idée, en fait, que chez Kant, et c'est un point que j'ai développé dans un autre ouvrage que j'avais écrit précédemment sur la question humanitaire, aux yeux de Kant, l'homme est un animal esthétique, exactement comme il est un animal politique aux yeux d'Aristote. Autrement dit, l'esthétique, non pas évidemment dans le sens de l'esthétique transcendantale, mais dans le sens de l'esthétique dans la critique de la faculté de juger, c'est précisément ce qui humanise, c'est-à-dire à la fois un rapport à la représentation du monde et à la représentation de soi, cette possibilité de la représentation étant évidemment ce qui spécifie l'homme indépendamment de sa présence et lui permet un rapport réflexif à sa propre présence. Donc ce qui, en particulier par exemple, nous avait frappé quand on a fait le bouquin Le milieu de nulle part avec Philippe Bazin, puisque donc on l'a fait en commun, et ce sont une alternance entre les cahiers photographiques et le cahier du texte philosophique tiré à la fois des entretiens et des citations d'auteurs. Ce qui nous a énormément frappé, c'est la manière dont nous entrions quand j'entrais en particulier, dans les chambres des migrants, puisqu'il s'agissait d'un travail auprès de migrants chez en Pologne. Quand j'entrais dans la chambre des personnes en situation de migration, qui était souvent une chambre pour une famille entière, le souci premier des gens, c'était d'abord que la chambre soit rangée, qu'elle soit accueillante et qu'il y ait sur la table, de la part de gens qui avaient à peu près rien avec eux, 2-3 bonbons, 1 ou 2 fruits, une tasse de thé, et quelque chose qui signifie l'accueil, c'est-à-dire véritablement une esthétique de l'accueil de la part de gens qui précisément n'étaient en gros accueillis nulle part. Donc cette esthétique de l'accueil, c'était une manière en quelque sorte de se restaurer dans un espace public, dans un espace esthétique. Et il me semble que du coup le travail, cette fois esthétique au sens artistique du terme, vient entrer, non pas en contrepoint, mais au contraire comme une manière de conforter cette volonté-là. Et en fait, l'idée première m'en est venue au moment où j'avais fait au Collège international de philosophie, au début des années 2000, une série de conférences sur ce que j'appelais les processus de désesthétisation en médecine. Et ce que je montrais, c'est que précisément la médecine purement scientiste, et je dis bien scientiste et non pas scientifique, puisqu'il y a un irrationalisme scientiste, évidemment, ce que j'appelle une affectation de scientificité, comment les procédés d'une médecine purement scientiste visaient à désesthétiser le sujet, c'est-à-dire à le désapproprier de sa propre
représentation de soi. Par la représentation anatomique, par la représentation du chiffrage biologique, etc. Et réduisait finalement le patient à n'être qu'un patient privé de toute possibilité d'accès à l'esthétique, sachant que le premier accès à l'esthétique, c'est évidemment la représentation de nous-mêmes, comme le dit très bien d'ailleurs Hegel, en introduction à l'esthétique, lorsqu'il dit mettre des bijoux, se maquiller, y compris faire des piercings, y compris faire des tatouages, y compris, dit-il, les pratiques les plus barbares, y compris la diminution des pieds chez les Chinois, il en prend l'exemple, sont effectivement l'un des signes de notre volonté d'esthétique et de notre volonté d'exister esthétiquement dans le monde. Donc, le travail, à mes yeux en tout cas, le travail du photographe documentaire avec qui je travaille, qui se fait nos travaux se font en interaction, permet précisément de donner finalement un contenu véritablement concret, visible, perceptible, à cette volonté d'esthétisation au sens noble du terme, puisqu'évidemment il ne s'agit pas précisément, selon la formule célèbre employée par Benjamin dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique pour dénoncer la position fasciste, il ne s'agit pas du tout d'une esthétisation du politique, il s'agit au contraire d'une politisation de l'esthétique. C'est à cela, je vous rappelle, qu'appelle Benjamin une politisation de l'esthétique, c'est-à-dire refuser d'esthétiser, mais au contraire montrer que cette intention esthétique originelle, en tout homme, a véritablement un poids et une valeur politique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'était ma manière de répondre. Juste deuxième question, je voulais revenir sur... Moi j'ai l'impression que, pour reprendre un peu ce que vous entendriez, ce que j'ai compris que vous entendez par le terrain, j'ai l'impression que pour le terrain, c'est le champ de bataille, le terrain de la lutte, le terrain contre mettre une position du philosophe ou de la philosophe qui serait la position universitaire qui est très spécialisée, qui délaisserait en fait la cité, ou délaisserait les... après, on a eu les figures du philosophe engagé comme ça, maintenant c'est plus trop la peine d'aller à la télé, c'est pas là où ça se passe, etc. Je voulais juste mettre un peu pour mettre un peu les pieds dans le plat, j'ai l'impression, c'était intéressant, je disais récemment cette citation de Giovardi Sapienza, pour être révolutionnaire il faut de la mémoire. J'ai l'impression qu'il y a un rôle mémoriel de mise en rapport de cette tradition, de mise en rapport des significations, des mémoires des grèves, etc., à travers les interlocuteurs et interlocutrices que vous avez. Et je vais vous dire, à travers ce travail, pour influencer le truc, est-ce que vous pensez, dans quelle mesure la philosophie, et l'enquête philosophique de terrain peut aider à gagner précisément? Quand vous demandez à votre interlocuteur, est-ce qu'on peut gagner contre les corporations minières? Dans quelle mesure l'enquête de philosophie de terrain est un effort pour gagner la lutte? Ce serait extrêmement prétentieux de prétendre effectivement être décisif dans ce domaine, mais il y a un point sur lequel il me semble que la philosophie en tout cas a un rôle à jouer, qu'elle souhaite ou pas s'engager dans des luttes, c'est-à-dire que moi je ne prétends pas que la position en tout cas que j'ai choisi de défendre soit l'unique position défendable dans le domaine de la philosophie de terrain, pas du tout, il y a beaucoup d'approches différentes, et la mienne n'en est qu'une parmi tant d'autres. Mais en revanche, il y a un bouquin de Grégoire Chameillou qui est paru l'an dernier, et qui s'intitule « La société ingouvernable ». Et ce qui me paraît être justement sa position de philosophe par rapport à ça, qui me paraît être une position extrêmement intéressante, et il ne la présente pas telle qu'elle, mais moi, en tout cas, c'est ce que je tire de son bouquin, et c'est ce que j'essaie plutôt de tenir comme position. C'est un processus de délégitimation des positions dominantes. Et en fait, la philosophie a essentiellement pour tâche
cette question du rapport à la légitimité. En quelque sorte, analyser, le processus analytique est un processus qui peut légitimer ou délégitimer un certain nombre de positions. Or, ce processus de légitimation, il est essentiel à l'accréditation d'un pouvoir. Un pouvoir délégitimé, c'est déjà un pouvoir qui perd un certain nombre de ses fondements. C'est d'ailleurs précisément le moment où il recourt à la violence politique. On n'a pas besoin de faire intervenir ni la police, ni l'offensive judiciaire quand on a la pleine légitimité populaire. Donc, ces processus de délégitimation ou de légitimation me semblent extrêmement importants, ce qui caractérise en particulier les positions réputées subalternes, donc évidemment celle du monde ouvrier ou celle des personnes, pas seulement du monde ouvrier, de toute personne exposée à la précarité, et le monde universitaire n'en est pas dépourvu, comme vous le savez. Donc, ce qui caractérise effectivement toute cette configuration-là, c'est qu'elle ne peut reposer que sur des formes d'accréditation. Donc, délégitimer des positions de pouvoir, c'est déjà, évidemment, participer à leur discrédit. Et c'est déjà faire que, si en effet ils peuvent toujours utiliser la violence, ceux qui sont en position subalterne ont bien la conviction d'avoir pour eux non seulement le droit, mais la raison, la rationalité politique. Et ça me paraît être un point tout à fait déterminant. On oppose très souvent l'émotion du peuple, le fait qu'il est livré aux passions, à la rationalité des dirigeants. Je crois que nous sommes actuellement dans une période qui montre exactement l'inverse. Donc le bouquin de Grégoire Chamaillou le montre très bien, mais bien avant lui, quelqu'un l'avait montré beaucoup mieux, pas mieux, je dis pas mieux, plus mal, mais en tout cas l'avait montré de manière plus originelle, c'était Machiavel. Dans le discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel est très précis sur cette question-là, à savoir la rationalité politique, elle est du côté du peuple et non pas du prince. Et si le prince veut effectivement se légitimer, il va falloir qu'il en passe par l'écoute de la rationalité populaire à l'encontre de ses propres passions. Simplement, oui, je voulais poser cette question parce que j'ai l'impression. J'ai le sentiment pour travailler le terme et la notion de terrain. Il suffit, vous avez évoqué un ensemble d'interrelations. C'est suffisant à l'égard des critères un peu des sciences sociales. Si on reprend le manuel de Stéphane Gau et Florence Weber, un terrain, c'est un ensemble d'interrelations et d'interdépendances. Ce critère-là est suffisant pour définir la notion de terrain. Mais j'ai l'impression que dans la première session, il y a quelque chose de plus qui est pour moi un engagement politique, ou en tout cas une dimension critique et politique. Une dimension critique, oui, à coup sûr. Je laisse la parole à la salle. Ou c'est moi qui aurais pas dû. Qui est-ce que vous imaginez comme l'interlocuteur ou les interlocuteurs privilégiés du travail philosophique de terrain? Parce que c'est un travail de compréhension pour réfléchir ou éclaircir pour, dans ce cas de votre travail avec l'illettré et pour la population militante, ou c'est pour donner de la clarté à la population en général, ou à l'académie, ou à qui est-ce qu'on se dirige quand on fait ce type de démarche? Oui, c'est vrai que la question de l'adresse est importante. Dans le type de travail de terrain qu'on fait là, mais j'ai engagé aussi d'autres travaux de terrain dont les conséquences seront différentes. Quand ça se fait sur le territoire français, c'est très différent. Quand ça se fait sur les territoires étrangers, par exemple, quand on a travaillé en Pologne auprès des réfugiés tchétchènes, il est clair qu'aucun de ces réfugiés, des personnes avec qui j'ai fait des entretiens, ne lira jamais ce bouquin. Mais il le savait et c'était dit. C'est-à-dire que
par exemple, quand on allait dans ces lieux-là, qui étaient donc des centres d'hébergement ou de rétention, la première chose, moi je me présentais en disant je suis philosophe, donc je ne peux absolument rien vous apporter, je ne suis pas humanitaire, j'ai aucun poids ni juridique ni quoi que ce soit pour vous ouvrir des droits, je viens juste attester de votre parole. Et plusieurs réfugiés ont refusé de parler en disant vous êtes française. J'ai été à l'aéroport de Roissy, l'une des femmes réfugiées à qui j'avais demandé, auprès de qui j'avais sollicité un entretien, me dit moi, à l'aéroport de Roissy, dans la zone d'attente, j'ai avorté à la suite des violences policières. Donc je ne parlerai pas à une Française. Et donc, j'ai compris qu'en fait, précisément, mon absence de neutralité était la condition pour que les gens acceptent de me parler. Et donc, je me suis présentée, en effet, pour ce que j'étais, c'est-à-dire une philosophe engagée sur un terrain politique et qui ne s'estime pas du tout représentante de son gouvernement. Voilà, donc là aussi, sur les sociétés ingouvernables de Chamaillou, c'est aussi quelque chose, me semble-t-il, qui est important. Et donc, en disant cela aux gens, je leur disais, je vais porter votre parole de telle sorte qu'elle puisse avoir un poids, en tout cas réflexif, supplémentaire, dans le public auquel elle s'adresse, et qu'elle puisse contribuer à discréditer les politiques dont vous êtes actuellement victime. Et c'est là aussi où je me suis évidemment rendu compte qu'ils n'étaient pas simplement victimes, mais qu'ils étaient aussi acteurs, et que beaucoup d'entre eux m'ont énormément aidé à penser des questions juridiques, par exemple sur l'espace Schengen, par leur expertise d'expérience. Mais évidemment, le livre s'adresse à un public qui est, pour l'instant, le public français, aussi longtemps qu'il n'est pas traduit, et il entre, à mes yeux, dans ce processus, effectivement, d'une position critique et d'une position qui vise à légitimer ou à délégitimer un certain nombre de réalités contemporaines. Est-ce que ça vous est aussi déjà arrivé d'être prise à partie par certaines des personnes avec qui vous travaillez sur le terrain pour vous reprocher le confort qu'il y a à travailler sur des causes comme ça avec lesquelles on sympathise quand on n'est pas soi-même banni, mineur ou migrant? Oui. Oui, tout à fait. Comment vous êtes ressenti par rapport à ça? Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai été conduite à réfléchir ce qu'est la question subalterne, avec Gramsci en particulier. C'est-à-dire, on s'adresse à des personnes dont, pour moi, j'ai la conviction que leur position subalterne est une position entièrement construite. Et donc, je cherche à leur donner, en tout cas au moins, une position dominante intellectuellement, en montrant la légitimité de leur position. Ensuite, je ne suis pas du tout dans une position oblative. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, par exemple, de Simone Veil, la philosophe, elle a une vraie position politique, mais en même temps, cette position politique va se doubler d'une position partiellement oblative. Elle va vouloir vivre la condition ouvrière sur un mode sacrificiel. Mais le fait est qu'en réalité, son intention originelle est véritablement une intention politique de faire valoir la manière dont cette condition est illégitimante et de faire valoir donc la légitimité des revendications qu'elle tente de porter. Donc, de toute manière, l'extériorité est nécessaire. Si on meurt de faim, on ne peut pas parler de la faim, c'est clair. Si on est défiguré, mutilé, voire rendu muet de terreur par les violences policières,
on aura bien du mal à en parler. Donc, il faut des positions d'extériorité. Ce que moi je tente de penser, c'est sur le mode de la solidarité, comment ces positions d'extériorité deviennent de plus en plus englobantes, parce qu'on est dans un monde de globalisation. Si je travaille auprès des personnes en situation de migration qui ont fui la violence politique de leur pays, je suis intimement convaincue que cette situation-là est une situation globale, que les choses vont avoir tendance à s'aggraver, et que donc, en leur demandant leur expertise sur leur situation, j'anticipe aussi sur ce qui pourrait devenir la mienne, ou celle des gens avec qui je vis et travaille. Donc, pour moi, cette question des solidarités est essentielle pour délégitimer la position subalterne. Et il y a quelque chose qui me paraît en particulier essentiel sur la question de l'immigration, c'est la manière dont, en discutant avec les personnes en situation de migration, comme en discutant avec les personnes dans des situations de violence écologique, on se retrouve de plein pied avec des gens avec qui on a véritablement quelque chose à partager et qui ont aussi quelque chose à partager avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un véritable processus non pas d'identification, mais la possibilité en tout cas d'une projection réciproque. Ce qui devient de plus en plus impossible avec un pouvoir technocratique. Donc, beaucoup de chercheurs actuellement le disent eux-mêmes, ils se sentent beaucoup plus proches des personnes avec qui ils font des entretiens, même si ce sont des étrangers ou des gens dont la condition sociale et politique est entièrement différente de la leur, que de ceux qui prennent les décisions dont ces gens-là sont victimes. Et donc, de plus en plus, il y a une espèce d'étrangéisation du pouvoir par les processus technocratiques qui va conduire à augmenter ces processus de solidarité et donc à augmenter la signification et l'impact de ce que peut être un travail de terrain, me semble-t-il. Bonjour, excusez pour mon retard. En fait, j'avais une question en vous écoutant, c'est notamment la référence à Gramsci qui me fait penser à ça, puis à ce que Elie disait à propos de Sartre. Je me posais la question finalement si l'objet de nos discussions, c'est pas une manière de, sinon de mise à mort, du moins de prise de distance à l'égard du concept d'intellectuel engagé. Est-ce qu'il ne s'agit pas de raconter quelque chose comme la fin de l'intellectuel engagé, et qui finalement a parfois la tentation en fait de disserter ou d'éditorialiser, si je puis dire, en fait, sur les expériences des autres, pour finalement penser à partir de l'expérience des autres, ce qui est une autre chose. Et donc je me demande si ce n'est pas de ça dont il est question pour une part autour de la posture que vous essayez de construire. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous diriez de ça? Oui, absolument, parce que en fait, alors pour moi, celui qui se situe justement à la charnière entre cette période sartrienne, de l'intellectuel surplombant, et la période contemporaine, qui est celle d'intellectuels qui sont conscients que l'intellect est aussi ailleurs que chez les intellectuels, et qui visent effectivement à porter cette idée-là. Vraiment, pour moi, le personnage charnière, c'est Foucault. C'est-à-dire que Foucault part de la position finalement sartrienne au départ, mais en réalité, ce sur quoi il travaille, c'est sur sa propre conviction de marginalité. Et donc, quand il travaille en particulier sur la vie des hommes infâmes, ces hommes infâmes, lui-même s'y sent appartenir en partie. Et ce qui fait la puissance de sa position, c'est justement qu'il est à la fois du côté des hommes infâmes et du côté de ceux qui peuvent penser l'infamie. Et pour moi, par exemple, le moment le plus emblématique de ça, alors c'est ce qui se passe, par exemple, lorsqu'il crée le GIP et qu'il va effectivement dans les prisons. C'est cela qui se passe, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment à une articulation. Et il va tenter de solliciter l'expertise, effectivement, de ceux qui sont dans cette expérience-là, expérience qu'il n'a pas. Il a bien l'expérience d'une forme de marginalité, mais il n'a pas l'expérience de la prison. Et il me semble que de cela se crée une sorte de ce que j'appellerais moi une émotion intellectuelle. Et une émotion intellectuelle qui suscite un surcroît de rationalisation.
de rationalisation au sens noble du terme, puisque Foucault le dit lui-même, il n'y a pas une rationalité, il y a des processus de rationalisation. Et cette émotion intellectuelle suscite ces processus de rationalisation, ces processus réflexifs. Et l'autre moment emblématique par rapport à Foucault, c'est le moment où il va aller en Iran. Donc je parle effectivement de ça dans mon bouquin. En Iran, il se retrouve dans une révolution par laquelle il est à la fois dépassé, mais dans laquelle il sent l'ampleur de ce qu'est une pensée populaire. Et ça va donner lieu, alors je crois qu'il est mis en exergue de mon bouquin, à cette très belle citation. Voilà. C'est paru dans le Corriere della Sera en 1978. Il faut assister à la naissance des idées et à l'explosion de leur force. Et cela non pas dans les livres qui les énoncent, mais dans les événements dans lesquels elles manifestent leur force, dans les luttes que l'on mène pour les idées, contre ou pour elles. Et là, on voit vraiment comment l'intellectuel est celui qui reconnaît en fait la puissance d'un intellect collectif et comment il se reconnaît lui-même, quelque part, impuissant face à cette puissance. C'est-à-dire, en quelque sorte, contraint de tenter de l'investir sans jamais parvenir à véritablement le porter. Donc il me semble que là, il y a effectivement une articulation qui s'est faite et dont, oui, moi je me sens porteuse de cette filiation-là, sachant que ni Foucault, ni Simone Weil n'ont jamais élaboré une politique de l'entretien et n'ont jamais, à vrai dire, mené d'entretien. Donc Simone Weil, parce qu'au moment où elle était dans la condition ouvrière, elle-même disait qu'elle n'arrivait même plus à penser. Elle était tellement assommée par l'aboutissement du travail et vraiment l'aliénation que ça produit, qu'elle ne pouvait même plus penser dans ce moment-là. Donc encore moins mener des entretiens. Et Foucault, parce que c'était avec lui qu'on s'entretenait, c'était pas lui qui s'entretenait avec les autres. Donc voilà, il me semble que là, oui, justement, il y a une réarticulation à penser, tout à fait. Merci. Merci Christiane Belair et Edith Piot.